Bonjour, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Nous allons attaquer le premier tome de la série Les Effacés par Bertrand Puard. Opération 1, toxicité maximale. Prologue. Ils se côtoyaient depuis 6 mois maintenant, sans faire attention les uns aux autres. Ils s'ignoraient superbement. Le cocoï, un bactracien en couleurs vives, plongeait souvent au fond de l'eau, où se trouvait l'escargot cône des eaux tropicales. Sur le sable qui bordait le bassin, le scorpion rôdeur avançait paisiblement, insensible au sifflement du serpent taipan qui se prélassait sous les vives lumières artificielles de ce vivarium géant. L'araignée errante, elle, préférait faire bande à part, cachée à l'ombre de la végétation luxuriante. Une forêt tropicale, en miniature, qui s'écrasait tout le long des épaisses parois de plexiglas. 5 espèces rares, parmi les plus dangereuses pour l'homme. La nature les avait heureusement dispersées aux 4 coins du globe. De l'Australie pour le serpent à la Colombie pour le bactracien. Seul un esprit fou ou passablement dérangé aurait choisi de les concentrer dans un vivarium de 30 mètres cubes. À eux 5, ils possédaient assez de venin pour décimer les passagers d'un Airbus. Le petit bactracien, à lui seul, malgré son allure inoffensive et ses 4 centimètres de long, concentrait sur sa peau un poison à même de tuer une vingtaine d'hommes robustes d'un simple contact. Elissa observait ses protégés, le nez collé à la vitre épaisse du vivarium. Elle s'amusait à cligner des yeux en fixant le cocoï. Elle s'était aperçue que la bête souriait lorsqu'elle faisait cela. Enfin, le bactracien noir aux taches bleues et jaunes modifiait la courbure de sa bouche, ce qui pouvait être pris, avec un peu d'imagination, pour un sourire. Elle avait un faible pour le cocoï, à l'aspect si inoffensif, et qui était, de loin, la créature la plus mortelle du vivarium. Dans les forêts sud-américaines, les indigènes le faisaient cuire à feu doux pour extraire le poison présent sur sa peau. Ils enduisaient ensuite leurs flèches avec la substance qui ne laissait aucune chance à leur victime. Elissa l'avait baptisé Algernon. Elle aimait aussi Charlie, l'araignée qui tissait de magnifiques toiles. À l'inverse, elle n'éprouvait aucune attirance pour le serpent, trop froid à son goût, pas d'avantage pour l'escargot, qu'elle supposait incapable de la moindre marque d'affection. Et le scorpion, qui l'avait piqué la première fois qu'elle l'avait manipulé. Elle en gardait encore la marque sur son avant-bras, 3 mois après, une petite boursouflure rouge piquetée de pointes jaunes. Le haut-parleur, situé au-dessus du vivarium, se déclencha. La jeune fille arrêta aussitôt ses grimaces. « Elissa, pourrais-tu nous sortir Algernon ?» C'était la voix du professeur Vérine, le virologue de l'équipe de nuit. Elle se retourna. Le chercheur se trouvait de l'autre côté d'une vitre, en compagnie d'un homme de petite taille, au visage poupin, revêtu d'un costume moiré et d'une cravate noire. Elle n'avait jamais vu ce visiteur auparavant. Les responsables du laboratoire avaient bien pris soin de placer le vivarium dans un local confiné, un cube transparent de dimension moyenne. On y accédait par un sas. Les 2 portes du sas s'activaient grâce à un lecteur d'empreintes digitales, et une seule main droite au monde pouvait accéder à cet endroit, la main droite d'Elissa. « Bonsoir, professeur Vérine. »« Bonsoir, Elissa. Nous avons besoin d'Algernon ce soir. Peux-tu le glisser dans la boîte et me l'apporter ?» Bien sûr, Elissa allait exécuter les ordres du scientifique. Après tout, elle était là pour ça.
Elle considérait M. Amadieu, le propriétaire du laboratoire, comme son deuxième père, même son premier, car elle n'avait jamais connu l'autre. Mais elle n'aimait pas laisser ces petites bêtes entre les mains des savants. Un jour, et malgré les assurances de M. Amadieu, il finirait par en tuer une par inadvertance, à force de leur planter des aiguilles dans le corps, de les triturer sous tous les angles du microscope électronique. Il fallait voir Algernon lorsqu'il revenait d'une de ses séances. Il était comme fou et sautait partout, se projetant quelquefois violemment contre la paroi du vivarium en poussant de petits coassements de dégoût. « Tout de suite, professeur !» Plus vite elle s'exécuterait, et plus vite tout cela serait fini. Les pendules, digitales au mur, indiquaient l'heure, déjà bien tardive. 23h30 ici, 17h30 à Montréal. Dans ce laboratoire souterrain, coupé du monde, sans la moindre fenêtre, on perdait vite le fil du temps. Si l'expérience ne durait pas plus d'une demi-heure, Agénon aurait réintégré son gîte pour la collation du soir. Au menu, 1000 pâtes et fourmis. Elissa souleva la vitre qui couvrait le vivarium et, d'un geste expert, captura le cocoï, qui n'opposa aucune résistance. En voyant cela, le cœur de Vérine battait à 200 à l'heure. Il ne comprenait pas. D'ailleurs, personne ne comprenait au labo comment cela était possible. Qui était donc cette jeune fille de 12 ans à la peau très noire qu'Amadieu leur avait présentée un beau matin et qui pouvait manipuler les 5 espèces les plus mortelles pour l'homme sans prendre la moindre précaution, sans passer ni combinaison ni gants. Normalement, le fait de toucher, d'effleurer même l'impôt d'un cocoï de Colombie vous tuait en l'espace de 5 minutes à peine. Il se rappelait le jour où Elissa s'était fait piquer par le scorpion. Ça avait été le branle-bas de combat dans l'ensemble du laboratoire. Tout le personnel se lamentait sur le sort de la jeune fille. Sauf M. Amadieu, présent ce jour-là, dont le visage ne trahissait pas la moindre inquiétude. « Du calme, répétait-il. Elissa avait eu un bref étourdissement. Aucun autre symptôme. Et ce n'était pas sa seule étrangeté. Quelquefois, elle corrigeait ou complétait des équations chimiques laissées en plan par les scientifiques sur leur tableau noir. Au petit matin, il retrouvait l'insoluble résolu. Et l'écriture était celle de la jeune fille. À 12 ans, ses compétences en biologie égalaient, voire dépassaient, celles des savants les plus expérimentés du laboratoire. Tout pouvait bien venir Elissa. Et qui était-elle au juste? Le professeur Vérine songeait à tout cela, alors que le cocoï était à présent dans une solide boîte en plexiglas qu'Elissa déposa avec précaution sur un petit tapis roulant à l'arrêt. Le tapis permettait d'échanger les bêtes entre le vivarium et la salle de manipulation. Lorsque Vérine se trouverait dans le bocal étanche, où il manipulait les virus, il actionnerait le mécanisme et Algernon viendrait à lui. Ainsi, le bactracien passait d'une salle étanche à une autre salle étanche. Aucun contact ne se faisait avec l'extérieur. « Venez par ici !» dit Vérine à son accompagnateur, qui observait toutes ces manœuvres avec le plus grand intérêt. « Nous allons revêtir un scaphandre. » Ils entrèrent dans un local exigu où 4 combinaisons étaient accrochées au mur. Prenez bien soin de connecter votre tuyau au système d'alimentation en oxygène situé au-dessus de votre tête. Cela se fait sur le même principe que les masques dans les avions. Sauf qu'ici, on peut se déplacer en même temps. Son interlocuteur n'entendit pas la fin de sa phrase. Le hublot lui permettait de voir Vérine, mais il ne pouvait plus l'entendre. Le scaphandre isolait totalement de l'extérieur. « M'entendez-vous à nouveau ?»
La voix provenait d'un écouteur. Le système était équipé de micros afin de communiquer pendant les manipulations. Cela va peut-être vous paraître étrange, mais nous allons prendre une douche dans la prochaine salle. Elle durera 3 minutes. Eau et formaldéhyde, un puissant désinfectant. Nous ne devons pas rapporter le moindre microbe dans le laboratoire. 3 minutes plus tard, à la seconde près, le professeur actionna l'ouverture électromagnétique du dernier sas. C'est un grand honneur que vous fait monsieur Amadieu de vous permettre de pénétrer dans le sein des saints. C'est ici que se déroulent nos recherches sur les virus les plus dangereux pour l'homme. Il existe seulement une dizaine de laboratoires comme le nôtre dans le monde. 2 aux États-Unis, 1 en Angleterre, 1 en Allemagne. Je vous épargne la liste complète. Tous sont déclarés aux autorités. Nous sommes le seul laboratoire P4 hors de tout contrôle. Cela nous donne une liberté de recherche considérable, mais aussi des devoirs éthiques supplémentaires. Certains de mes confrères seraient prêts à tuer pour prendre ma place et bénéficier d'une telle autonomie. Le scientifique marqua une pause pour goûter la teneur de son discours. Faites attention, ne tentez aucun geste sans mon consentement. Vérine poussa un bouton rouge situé dans un boîtier rubéoleux près du grand microscope et le tapis roulant se mit aussitôt en marche. Algernon, dans sa boîte, avait un air interrogatif. De l'autre côté de la vitre, Elissa, qui venait de sortir du vivarium, observait la scène avec anxiété. Pourvu que Vérine ne traumatise pas le cocoy. Nous allons comparer la structure de notre virus maison avec celle du poison du cocoy. Vous verrez que nous en sommes largement inspirés. Je ne verrai pas grand-chose, répondit le visiteur, qui s'exprimait pour la première fois depuis son arrivée. Je ne suis pas un scientifique. Le professeur balaya cette remarque d'un geste de la main. Il suffit de savoir observer, un peu comme dans le jeu des 7 erreurs que l'on trouve parfois dans les journaux. Avec l'assurance des gestes maintes et maintes fois répétés, il sortit le bactracien de la boîte et, grâce à une minuscule pipette, préléva une goutte de la substance viqueuse présente sur sa peau. Il la déposa sur une plaque du microscope et la glissa sous la lentille de l'appareil. Puis, d'un pas presque nonchalant, Vérine se dirigea vers une grande armoire réfrigérée, située dans un coin du laboratoire qui renfermait des centaines d'éprouvettes. Il l'ouvrit et, sans hésiter, en retira une qui contenait une substance liquide d'un orange très sombre. « Voici le Brain One, le premier virus conçu par nos laboratoires. Espérons que nous ne serons jamais qu'une dizaine à connaître son nom. » Il revint vers le microscope, s'apprêtant à faire un prélèvement du liquide, lorsqu'il s'aperçut que la boîte en plexiglas contenant Algernon n'était pas bien refermée. Un oubli inadmissible de sa part. Vérine déposa l'éprouvette sur le tapis roulant et s'efforça de refermer le récipient. Un léger engourdissement de ses doigts dû à la manipulation du virus glacé ne lui simplifia pas la tâche. D'autant que le bactracien venait de glisser une de ses pattes mortelles en dehors de son habitacle. Elissa frappa du poing contre la vitre. Vérine savait bien qu'il était hors de question de blesser le précieux cocoy. « Attendez, je vais vous aider, » proposa le visiteur. Mais l'homme, peu habitué à se déplacer avec le scaphandre, fit un faux mouvement, se cogna violemment contre le microscope et, en se relevant, débrancha la prise à oxygène de son équipement. « Nom de Dieu !» hurla Vérine. Aussitôt, une alarme stridente se fit entendre dans tout le laboratoire et les sas se verrouillèrent automatiquement. La situation était grave, mais pas encore désespérée. Dans un réflexe, l'homme ôta à la hâte la tête de son scaphandre pour se libérer. Heureusement que Vérine n'avait pas encore procédé au prélèvement du virus hautement mortel.
Le virologue parvint à fermer la boîte, sans dommage pour Algernon, mais au moment de se saisir de l'éprouvette, le tapis roulant se remit en marche et la fiole se brisa sur le sol, répandant son liquide orange sur le carrelage immaculé du laboratoire. Le professeur resta sans voix. Comment le tapis roulant avait-il pu se déclencher seul? Mais là n'était pas le plus important. Hébété, le visiteur observait le liquide se loger dans les interstices des carreaux. Puis, il leva les yeux, écarquillé, implorant le scientifique, bien à l'abri sous son scaphandre. Il se doutait qu'il allait mourir. Son corps fut pris de violents soubresauts. Son visage devint écarlate, son front s'imbiba de sueur. Sa nuque se raidit, et il se saisit la tête à deux mains, grimaçant horriblement, comme saisi de maux de tête d'une douleur inouïe. Il vacilla, puis s'écroula par terre. Ses cheveux rencontrèrent le liquide mortel. Il fut secoué par un spasme, et un jet de vomi sortit de sa bouche. Son estomac s'était vidé avec violence, en une seule régurgitation. Il semblait souffrir atrocement, les pommes serrées sur ses tempes. Il arracha ce qui lui restait du scaphandre autour de la tête. « Il me faut 2 seringues de ceftriaxone, dosées à 2 grammes !» hurlait Vérine dans son micro, à l'intention de l'équipe de secours qui tardait à venir. « Procédure d'urgence enclenchée. Je répète, procédure d'urgence enclenchée. » Il jeta un coup d'œil au sol. L'homme se tordait de douleur. Il poussait des cris comme Vérine n'en avait jamais entendu. Du sang s'échappait de ses oreilles, qu'il tentait en vain de s'arracher. « Mais qu'est-ce que vous foutez, bon Dieu !» hurla le scientifique. Dans le feu de l'action, Vérine avait oublié d'observer une des règles primordiales lors de ce type d'accident. S'éloigner de la personne contaminée. Dans une convulsion d'une violence intense, le corps de l'homme au sol se cambra si fort qu'il glissa d'un bon mètre sur le carrelage et fit trébucher le scientifique. La prise d'air céda aussitôt. 2 hommes étaient à terre, 2 hommes condamnés. Les secours n'arrivaient toujours pas. Le virus termina rapidement son travail. 60 secondes seulement après sa contamination, le cerveau de la première victime explosa. Ses yeux jaillirent de leurs orbites et répandirent un liquide grisâtre et bouillonnant. Élissa ne put en supporter davantage. Elle détourna vivement le regard. Une main se posa alors sur son épaule. Une main apaisante. « Tu n'as rien à craindre », lui assura-t-on, avec cette petite pointe d'accent québécois qu'elle reconnaissait entre tous. Au moins, nous savons à présent que nous sommes sur la bonne voie. Algernon est sain et sauf, il n'a pas été contaminé par le virus, et les équipes de décontamination seront là dans quelques instants pour nettoyer tout cela. Ils te rendront ton coï-coï demain matin. La jeune fille pivota vers cet homme à la voix si douce, envoûtante, et lui sourit. « Tout de même, quel gâchis !» continua l'homme. « Vérine, un de nos plus précieux éléments. »« Et le visiteur, monsieur Amadieu, vous ne semblez pas gêné par ce qu'il vient de lui arriver. » Monsieur Amadieu fit un geste vague de la main. « Un banquier français, un dilettante. Je déteste les banquiers français. Et encore plus les dilettantes. » Sur cette sentence, l'homme se retira en silence, tel un fantôme, comme il était venu. Et voilà, fin du prologue. On se retrouve pour le chapitre 1 la prochaine fois. Bye!